Salut à tous, ça fait un bail. Je suis Jérémy Nabet et vous êtes sur le point d'entendre des entrepreneurs, des investisseurs et des experts de l'immobilier qui vont vous partager leur passion. Ça fait un bail, c'est le podcast pour mieux comprendre le marché immobilier, que vous soyez déjà expert ou que vous cherchiez de l'inspiration pour enfin vous lancer. Ce sont les premiers épisodes d'une longue série, alors abonnez-vous pour ne pas louper les prochains et surtout, parlez-en autour de vous pour nous aider à grandir. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'avoir au micro Julien Calamotte. Salut Julien. Salut Jérémy. Alors on est tous les deux en week-end, je crois. Donc Ça. on n'a pas du matériel professionnel, mais moi j'avais ramené un micro avec moi qui ne fonctionne pas, donc on est avec des écouteurs filaires, mais on a un super ingénieur son derrière qui va retravailler le son et je suis sûr que la qualité elle sera au rendez-vous. Et au pire, si la forme est pas top, on espère que dans le fond, vous allez apprendre plein de choses. Julien, il est investisseur, il a aussi écrit un livre, sur l'investissement qui s'appelle, «S'enrichir grâce à l'immobilier», où il parle de la manière dont on peut bâtir un empire patrimonial en partant de rien. Ça, c'est le sous-titre du livre et hem et du coup, je pense que voilà, il y a plein d'éléments, assez théoriques qu'on va pouvoir aborder et tout en ayant ses retours, pratiques et son expérience. J'ai très envie de parler notamment de la manière dont il a su convaincre les banques de continuer à prêter et multiplier les opérations. Donc pour démarrer, Julien, je te propose de te présenter. Très bien. Merci Jérémy pour l'introduction. Donc j'ai un parcours un peu atypique. On va dire que pas forcément le CV du genre idéal, mais c'est souvent, finalement, c'est souvent le cas chez nombreux investisseurs. Donc je vais reprendre un peu du début. Moi, je suis né en région toulousaine. J'ai vécu dans une famille très modeste, hein. Voilà, mes parents n'ont jamais été investisseurs immobiliers ou n'ont jamais assuré leur retraite avec de l'immobilier notamment. C'est marrant, j'ai Heu, l'impression d'avoir plusieurs investisseurs de Toulouse, j'ai eu, Jean-Baptiste de Limo en crowdfunding immobilier. Il y a un truc qui se passe, spécial sur l'immobilier à Toulouse? Écoute, je sais pas, peut-être parce que c'est une ville où ça reste encore abordable, compte tenu du dynamisme économique et que du coup ça génère pas mal finalement ça suscite pas mal d'intérêt. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il y a une flopée d'investisseurs, IMO, sur Toulouse et je crois que on pourra en parler après, mais je crois que c'est une ville, où il fait bon investir et c'est un secret pour personne, je crois, mais quand on y vit, c'est vrai on peut le constater au quotidien, quoi. OK, je te laisse continuer, je t'ai coupé. Aucun problème, écoute, donc du coup, voilà, j'ai grandi, j'ai voilà, une enfance, normale, sans aucun problème, voilà. Quelques petits problèmes d'adolescence, comme beaucoup, qui ont fait quand même que je me suis expatrié au Canada, à 18 ans, et puis j'y suis resté 5 ans et c'est vrai que ces 5 années, elles m'ont quand même ouvert l'esprit sur pas mal de choses, notamment un regard, différent sur la France, sur, notre culture un peu franco-française. Quand on vit en France, c'est vrai qu'on est un petit peu finalement, c'est un pays très développé, finalement, on regarde très peu ailleurs. Et au final, le fait de s'expatrier a été très intéressant pour ma part et m'a ouvert beaucoup, l'esprit sur, différentes choses, mais certainement inconsciemment aussi la culture du risque, la culture de l'investissement, la culture de l'encouragement aussi, qu'on a peu en France. Dès qu'on a un projet, on est encouragé, mais ne serait-ce qu'à l'école déjà, pas voilà, ça commence assez tôt. Donc j'ai fait des études, j'ai fait Sciences Po, à l'université de Montréal, donc rien à voir avec, l'immobilier évidemment. Puis rien à voir avec ce que je fais non plus parce que quand je suis revenu en France, donc en 2008, finalement j'ai démarré ma carrière professionnelle dans l'e-marketing, puisque j'étais toujours attiré par le marketing, même en faisant de la politique. Donc pour le coup, me voilà démarré assistant e-marketing dans une, boîte pure player qui vendait des canapés en ligne. Donc c'était en 2008, donc c'était quand même l'essor, d'internet et de la vente en ligne. Et puis depuis, j'ai jamais trop quitté le web et le digital puisque c'est toujours, j'ai toujours eu un pied dedans ou 2 pieds dedans ou au minima un pied dedans. Heu et puis ça m'a donné, envie de créer plein de choses. Donc finalement en 2008, depuis 2008, j'ai créé, quelques boîtes, peut-être 5 ou 6. J'en ai craché,
j'en ai arrêté, puis j'en ai revendu, voilà, donc des succès, des échecs. En tout cas, j'ai appris à chaque fois. Ça, c'était, le principal, voilà, maintenant que je peux regarder en arrière, je peux me dire que c'était vraiment, intéressant d'avoir vécu tout ça C'était quel type de et boîte, tu peux nous donner un exemple? ouais, bien sûr. Alors toujours des sites e-commerce, OK, quasiment exclusivement, donc des sites e-commerce, dans différents domaines d'activité. J'ai eu un site dans le chocolat en ligne haut de gamme, donc un site qui marchait, grosso modo, Noël, Pâques, fête des mères, Saint-Valentin, OK. et puis, avec voilà une création d'une marque, création de packaging, de quelque chose de vraiment intéressant de A à Z. J'ai eu un site aussi avec, d'autres associés sur, le complément alimentaire pour les bodybuilders. Alors, c'est pas du tout mon univers, mais c'était plutôt l'univers des mes associés qui étaient des joueurs de Pro D2, hein, au rugby et qui étaient consommateurs aussi de certains de ces produits. Donc ça, business très intéressant avec une belle récurrence d'achat, un beau panier moyen qu'on a revendu pour le coup. Le site de chocolat aussi, je l'ai revendu et puis bon, différents petits sites et comme j'avais aussi une agence web digitale, ça me permettait aussi de finalement de prouver à mes clients que je vendais pas que de la prestation, mais je vendais aussi, de l'expérience et c'était intéressant, finalement d'avoir des exemples concrets à leur montrer aussi sur des sites sur lesquels moi-même je prenais des risques et puis aussi on a eu un site qu'on avait racheté à quelqu'un, dans l'univers du vélo, du cyclisme et puis là on a développé un petit peu plus, on a monté aussi une boutique physique, on a commencé à développer du web to store et puis, j'ai fait quelques erreurs de gestion, notamment de trésor, de stock et cetera et ne pas savoir dire non aussi à quelques clients et ça m'a coûté. Voilà, ça c'est vraiment une activité qui m'a coûté assez cher. J'ai quand même perdu, pas mal d'argent, pas mal de temps aussi, bon après on a rebondi sans aucun problème, mais c'est vrai que ça a été une riche expérience, et certainement le plus gros échec que j'ai vécu, professionnellement parlant, en tout cas en termes d'entrepreneuriat. Donc bon voilà, une belle expérience, mais il a fallu se relever. Voilà pour le côté pro. Alors j'ai toujours été, aussi, j'ai oscillé entre salariat et puis entrepreneuriat. Très souvent, je faisais les 2. C'est-à-dire que même quand j'étais salarié, j'avais une activité aussi, toujours à côté. J'avais besoin de ça en fait, hein. J'avais besoin de vraiment, créer quelque chose pour moi, créer de la valeur pour moi, me sentir vraiment utile, dans mon enrichissement à la fois personnel et puis, financier, hein. Faut pas se le cacher, quand on est investisseur, il y a aussi, on parle aussi beaucoup d'argent. Et c'est ce qui m'a amené aussi à 2018, j'étais consultant, digital, indépendant, et puis on est venu me chasser, sur LinkedIn pour reprendre tout un pôle e-commerce dans une, boîte, de retail qui a plus de 100 magasins en France et Tu me disais que et finalement tu vendais des piscines, c'est ça? ouais, c'est ça. Beaucoup de matériel de piscine. Bon voilà, il y a rien de secret, hein. On peut me trouver sur LinkedIn sans aucun problème et je suis assez à l'aise avec ça et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la charge d'un gros service, digital, e-commerce et marketing, sur ce réseau-là et en 2018 quand ils sont venus me chercher, ce qui m'a convaincu aussi d'y aller, c'est finalement de me dire: «Je vais pouvoir réinvestir massivement dans l'immobilier parce que j'aurai un CDI». Et malgré tout, on a beau être entrepreneur, on a beau avoir, eu, quelques réussites aussi, bah, les banques, elles vous accueillent pas de la même manière. Je pense qu'on en parlera plus tard, mais c'est vraiment un point important et c'est un point assez, caractéristique aussi du système bancaire en France et du système de prêt en France, ce CDI qui nous colle à la peau et donc finalement, j'ai été voilà, j'ai été, assez convaincu de reprendre un boulot salarié en 2018 pour investir massivement. OK, Voilà. donc du coup, tu avais commencé avant. Raconte-nous un petit peu Ouais. côté immobilier ce que tu as fait et quand est-ce que tu as démarré? Quand est-ce que tu t'es arrêté? Alors j'ai commencé, par une résidence principale en 2008 quand je suis revenu en France. Donc j'avais 23 ans à l'époque et puis, donc mon épouse, enfin, celle qui est devenue mon épouse, une année plus tard, du coup, et moi, nous avons investi dans une résidence principale en périphérie de Toulouse, donc une maison avec jardin, tout ce qu'il nous fallait pour accueillir finalement, ses enfants qu'elle avait déjà eu d'une première union et puis notre petit qui allait arriver 2 ans après. Donc voilà, loin de moi l'idée d'investir dans l'immobilier, de me sentir investisseur à ce moment-là, mais alors vraiment, pas du tout. Par contre, il y a quelque chose qui a déclenché un petit peu l'investissement qu'on a pu faire en 2010, donc qui était notre première acquisition à LMNP. C'est là où on a ouvert finalement notre SIRET LMNP, en 2010.
c'est que mon épouse avait déjà investi avec, son ex-conjoint dans, alors je me rappelle plus de la loi, à l'époque, mais c'était l'équivalent d'une loi Pinel, OK. donc dans du neuf pour de la défisque. Et ce que je sais, c'est que ça nous coûtait un bras tous les mois. Voilà. Et qu'on avait un effort à faire et que franchement, on avait des petits salaires, on avait des enfants, bon voilà, c'était pas forcément évident au quotidien, et surtout, on voulait pas réitérer ça, et ça nous faisait déjà mal au quotidien, donc voilà, on voulait pas renouveler l'expérience. Donc on s'est un petit peu renseigné de notre côté, puis, il y avait ce système de la LMNP finalement qui nous permettait d'investir, et puis, de quasiment pas payer d'impôts pendant, au moins 10 ans si on investissait dans le bon bien, on y faisait à la limite les bons travaux, et qu'on était au réel, Bon, c'est un du coup, c'est notamment. un sujet qu'on a abordé sur pas mal d'épisodes, mais si jamais il y a des personnes qui arrivent sur cet épisode, tu nous expliques en 2 mots le fonctionnement du LMNP et pourquoi c'est si intéressant? Bien sûr, donc le LMNP, c'est un, loueur meublé non professionnel, donc la particularité, c'est qu'on ne peut faire que de la location meublée, c'est une des conditions principales. On peut faire que de la location meublée, donc c'est souvent d'ailleurs, des petits studios étudiants ou de la petite surface, voire de la colocation, même si à l'époque la colocation n'était pas très développée, en 2010. Et l'avantage de la MNP, c'est que finalement, on peut, bénéficier de l'amortissement des professionnels, en étant assujetti à la plus-value des particuliers. Voilà, ça résume de manière assez macro, mais finalement, on a double avantage, et c'est le seul aujourd'hui statut qui nous permet d'avoir ce double avantage. On peut vraiment défiscaliser n'importe quel ticket de caisse, qui est investi dans un appartement. Vous achetez, un aspirateur, pour, un meublé, vous achetez n'importe quoi, vous pouvez le déduire comptablement. Vous pouvez déduire n'importe quel frais afférent finalement à la tenue, d'un bien en location, meublé. Et puis ce principe d'amortissement, comptable que les entrepreneurs ou les professionnels connaissent, c'est vraiment très intéressant parce que, on va dire grosso modo, vous achetez un bien à 100 000 €, vous l'amortissez sur, allez 25 ans pour faciliter le calcul. Ça vous fait, un amortissement de 4 000 € par an, ce qui fait que ça réduit finalement, votre imposition, enfin vos loyers imposables de 4 000 € chaque année. Donc si en face vous avez 4 000 € de loyer, pour simplifier, ça veut dire que vous déclarez grosso modo comptablement 0 € de loyer. Forcément, vous payez pas d'impôt dessus. Voilà, Exactement. sachant qu'en plus on déduit, pas mal d'autres Et choses. du coup, en ajoutant à la fois les, hem, les frais de travaux plus, les intérêts du crédit, plus ces amortissements dont Julien vient de parler, c'est ce qui permet vraiment pendant un certain nombre d'années, au lancement de l'activité LMNP de pas payer d'impôts et voilà. C'est quand même un statut qui est voué à évoluer, on a chacun de mes invités a un avis un peu différent dessus. Qu'est-ce que, heu, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Toi, c'est quoi ton point de vue sur l'évolution de ce LMNP qui, il y en a qui parlent tout simplement de sa suppression, il y en a qui disent que ça sera rétroactif, d'autres non, Écoute, j'ai pas forcément d'avis, mais je me base surtout sur du vécu. Quand on a commencé avec mon épouse le LMNP en 2010, on nous disait: «La LMNP, ça va pas durer», et aujourd'hui, on est, plus de 10 ans après, et ça existe toujours. Et si j'avais écouté en 2010 les gens qui me disaient que ça allait pas durer, bah, j'aurais pas créé ce que j'ai créé en 10 ans, ou alors je l'aurais créé différemment, ou je sais pas, mais en tout cas, j'en serais certainement pas là. Donc je me dis aujourd'hui, j'entends les mêmes discours: «La LMNP, ça va pas durer». Maintenant, je suis incapable de dire si c'est vrai ou pas. Ce que je sais, c'est que tant que ça dure, j'en profite. Voilà. Et c'est ce que je suggère à tout le monde, c'est de pas trop essayer de se prendre la tête sur le futur, très lointain, mais aussi, savoir profiter un petit peu du présent et des opportunités qui se présentent. c'est clair. Du coup, ce premier bien LMNP, On est bien un MNP, studio, en hypercentre de Toulouse, donc Toulouse, ville très étudiante, hein, très similaire à Montpellier en termes de dynamique étudiante, mais un peu plus conséquente. Donc studio étudiant, plein centre, triangle d'or toulousain, belle, vraiment belle, voilà, on va dire belle acquisition patrimoniale, même si à l'époque je m'en rendais pas trop compte. Donc voilà, acquisition, de mémoire autour des 80 000 €, 79 ou 80 peut-être, je sais pas, mais 80 000 €, donc tout était déjà meublé. Il a suffi d'y mettre un locataire, et à l'époque, on louait ça, pas te dire de bêtises, on devait louer dans les 460 € à peu près.
Heu, voilà et c'est un bien qui aujourd'hui se loue plutôt 580, qui a eu quand même une grosse OK. augmentation des loyers depuis. Mais c'est un bien qu'on a déjà revendu et qu'on a revendu en 2020 puisqu'il a fallu arbitrer un petit peu aussi pour aller réinvestir. Donc on a revendu début 2020 et on l'a revendu 135 000 €, frais d'agence inclus, donc 125 000 € net vendeur, ce qui fait quand même une plus-value de 60. Alors c'est pas faramineux, hein, on n'est pas voilà, en 10 ans, c'est on va dire que c'est correct, hein, ça fait un petit, taux de croissance moyen, mais en tout cas, ça plus le capital, remboursé, par les locataires entre-temps, finalement ça nous a fait des belles plus-values. Tu as calculé un petit peu justement, alors déjà est-ce que tu étais positif, entre ta mensualité et ton loyer? On était, alors la mensualité, le loyer, oui, après quand tu rajoutes, Ouais, le foncier, les charges et cetera, on était à peu près ISO. d'accord. Heu, voilà, donc c'était un bien en autofinancement et finalement, c'est ce qu'on cherchait à l'époque. En 2010, voilà, on avait vraiment ce mindset un peu, heu, on va dire, populaire qui est de dire: «On investit pour peut-être demain y mettre nos enfants» et ça, je l'entends souvent dans des clients que j'accompagne aussi, j'accompagne quelques personnes dans l'investissement immobilier, j'entends souvent ce discours qui est: «Oui, peut-être qu'un jour on y mettra nos enfants». On se rend compte que personne n'y met jamais ses enfants, Ouais, c'est pas vrai. Mais on avait ça en tête. Est-ce qu'on y mettrait nos enfants dedans? Oui, non, quand ils feront leurs études. Est-ce que ça sera plus économique pour nous d'y mettre nos enfants? On pensait que oui, mais en fait c'est pas vrai parce qu'il vaut mieux le louer à un étudiant et puis finalement aller trouver quelque chose de moins cher à louer ailleurs, mmh, mmh mh. maximiser sa rente, sur ses biens. Et puis on s'était dit, ça sera pour notre retraite. À l'époque, je pensais, que je prendrais ma retraite comme tout le monde et qu'il allait falloir arrondir, les fins de mois. Depuis, les mentalités ont bien changé et c'est vrai qu'on n'a plus du tout la même optique d'investissement. Donc on a fait ça en 2010 et puis on a réitéré, donc ça c'était fin 2010, on a réitéré 3-4 mois après, début 2011, avec un deuxième bien à quelques centaines de mètres, toujours dans le triangle d'or, sur à peu près les mêmes chiffres et qu'on a revendu au même prix exactement, en février 2020 pareil. OK, bah, ça décrit assez bien ce concept dont tu parles dans le livre, qui est l'enrichissement latent. Mmh. On a énormément de formateurs et de formations qu'on trouve sur internet qui poussent vraiment à faire du cash flow positif, donc vraiment que chaque mois l'investissement il te rapporte de l'argent. Là on voit que tu as 2 exemples où foncièrement, bah, tu gagnes pas d'argent, d'un mois à l'autre, tu en perds pas non plus. Par contre, du coup, j'ai l'impression qu'il y a ces 2 leviers, en effet. Il y a le levier de la plus-value si jamais, ton bien prend et il y a le levier du capital remboursé. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet enrichissement latent? Oui, avec plaisir. C'est vrai que c'est un concept que je développe dans le livre et en fait, ça part du fait que, comme tu le dis sur, les réseaux sociaux, beaucoup de vidéos et cetera, on retrouve, la gloire au cash flow. Je veux faire du cash flow parce que le cash flow, ça me permet de réinvestir davantage. Je veux faire du cash flow parce que ça me permet demain d'arrêter mon boulot si je veux devenir, rentier, et vivre de mes rentes patrimoniales. Hem Et moi, c'est vrai que je me retrouvais pas là-dedans. J'avais vraiment, plutôt une vision très patrimoniale en me disant: «J'aime les jolis biens, j'aime le patrimoine, j'aime la pierre et j'aime, m'enrichir aussi, de manière, passive, évidemment. Mais j'ai envie d'avoir de l'affect dans mes biens et j'ai envie d'avoir des biens très liquides». Parce que souvent le revers de la médaille du cash flow, c'est, la liquidité des biens. C'est que, c'est pas forcément il y a toujours des exceptions aux règles, hein, mais il y a quand même, une corrélation assez forte entre, la hauteur du cash flow et la non-liquidité d'un bien. Hem, alors que quand on est sur, quelque chose de patrimonial, donc, de l'hypercentre, d'une ville, comme Toulouse, Paris, Lyon et cetera, on a des liquidités impressionnantes. On met un bien, en 3 heures, il est vendu au prix, il y a de la surenchère, voilà, on est dans totalement quelque chose de différent. Et donc ça m'a amené à réfléchir à ce concept d'enrichissement latent et l'enrichissement latent tel que je le définis, c'est que finalement le cash flow vient, rentre dans ce calcul, mais on y ajoute aussi, tout le capital qu'on rembourse chaque mois, grâce finalement aux locataires. Je prends un exemple très concret. J'ai, une mensualité, de 1 000 € de crédit. Sur ces 1 000 €, je vais rembourser à peu près 700 € de capital, mais puis mon loyer, je vais peut-être louer, 1 100 €. Donc forcément, mon cash flow, il est pas terrible.
Voilà, je vais avoir 100 € de cash flow si je fais un calcul, bête et méchant. Par contre, si je rajoute, l'enrichissement latent qui est le capital pardon, amorti qui est payé donc par le locataire, donc je rajoute 700 € et là je ne suis pas à 100 € de cash flow, mais je suis finalement à 100 plus 700 € d'enrichissement. Voilà. Ce qui fait qu'à la sortie, c'est 700 € fois, finalement, X mois de détention du bien et de remboursement du capital. Mon enrichissement, il se situe vraiment là. Il se situe pas dans les 100 € de cash flow par mois sur ce bien. Il va se situer vraiment dans l'enrichissement latent, c'est-à-dire et le cash flow et le capital amorti. Comment on Je fait sais pas si pour, c'est comment on fait pour essayer de faire, l des 2? Est-ce que tu conseilles justement de faire un peu une balance, d'essayer de trouver des biens qui fassent un peu de cash flow et un peu d'enrichissement ou de faire vraiment que de l'enrichissement, que du patrimonial? Comment tu places le curseur? alors c'est intéressant parce que je me suis, longuement posé la question. C'est vrai que moi j'ai commencé par investir dans des biens patrimoniaux exclusivement. Donc la plupart des biens étaient en autofinancement et ça ne m'a pas empêché, contrairement à ce qu'on peut souvent lire, à continuer d'investir. On en parlera après si tu veux sur le système bancaire, mais bon, j'ai pas eu trop de blocage parce que mes biens étaient en autofinancement. Pourquoi? Parce qu'on avait, des valeurs patrimoniales qui étaient assez fortes aussi en face et donc qui faisaient aussi peser une balance de, patrimoine brut versus patrimoine net. Et c'est un rapport important. Il y a pas que le rapport mensuel du cash flow, des dépenses et du taux d'endettement. Il y a aussi quelle est la taille du patrimoine derrière et quelle est cette capacité à pouvoir demain solder un crédit en faisant la différence entre, du brut et du net. Voilà. Hem ça peut aussi rejoindre le principe de marge hypothécaire d'ailleurs. Mais, quand une banque prête. Mais en fait, moi j'ai commencé par du patrimonial et puis au bout d'un moment je me suis dit quand même, je il me faut un peu de sécurité mensuellement, parce que si j'ai une défaillance sur des biens, si liquide soit-il, j'ai quand même besoin d'aller me sécuriser. Et là j'ai commencé à regarder, à m'excentrer un petit peu de l'hypercentre, de Toulouse et à me dire: «OK, je vais voir, si je peux pas trouver des biens un petit peu plus, rentables au sens, cash flow mensuel». Même si je fais une croix sur des plus-values latentes, qui seraient peut-être moins évidentes ou de la valeur patrimoniale, voire même je prends le risque que mon bien soit déprécié dans le temps, si c'est une ville, un petit peu, exotique. Heu, donc je suis allé sur une ville, périphérique, heu, notamment, qui est une ville, sur laquelle je crois aussi un peu, voilà et je pense qu'il faut investir aussi dans des villes dans lesquelles on croit, hein, pas forcément juste parce que les chiffres sont bons. Mais bon voilà, il y a une gare LGV qui va arriver, il y a plein de choses qui vont arriver dans les années à venir. C'est assez prometteur, on est à une demi heure de Toulouse, donc je me suis dit, «C'est le bon plan». Puis, j'avais aussi mon oncle qui était marchand de biens dans le coin, donc il connaissait parfaitement le marché et c'était aussi quand même, intéressant d'avoir son Un avis petit et là avantage, j'ai trouvé des avantage, compétitif, voilà. le unfair advantage. Donc déjà, ça m'a permis de très bien acheter puisque j'ai acheté via son biais, donc ça m'a permis de très, très bien acheter. J'ai de belles rentabilités sur ce secteur-là et donc là, je suis allé vraiment chercher par contre du cash flow, mais dans des beaux immeubles, des immeubles, 18e, 17e siècle, parce que c'est une ville assez, avec beaucoup d'histoire aussi et ce qui m'a permis finalement d'aller chercher, du cash flow pour contrebalancer un petit peu, le manque de cash flow, sur la partie patrimoniale, qui par contre elle, est complètement boostée par, cet enrichissement latent finalement et ce capital amorti tous les mois puisqu'on a des plus grosses valeurs sur des grosses villes, des gros hypercentres. OK et du point de vue des banques, c'est vu comment justement, parce que de on peut se dire que du coup, les biens qui font plus de cash flow, ça peut potentiellement, du coup, augmenter tes revenus et augmenter ton taux d'endettement. Donc du coup, ils vont te prêter plus facilement. On peut aussi se dire que c'est vu un petit peu comme, un peu du jeu, un petit peu, un peu plus de risques et peut-être qu'ils peuvent bien voir aussi, justement un investissement patrimonial, qui aurait pris de la valeur ou après il faut mais c'est plus difficile, je me dis, d'un point de vue perso, c'est plus difficile de leur prouver: «Voilà, j'ai fait une super affaire», j'ai déjà eu le cas avec les banques, hein, quand je leur explique que, oui, j'ai acheté ce bien, 160 000 mais que maintenant il en vaut 260. Hem Elles sont pas toujours très réceptives sur ce point-là, d'un point de vue patrimonial. Là où le cash flow, au moins, je leur dis: «Bah, voilà ce qui rentre».
donc en général, elles prennent 70 de la valeur du foncier, ou des loyers qui rentrent et elles l'intègrent directement à mes revenus. Qu'est-ce que tu en penses d'un point de vue, des partenaires bancaires? Alors j'ai quand même eu la chance d'avoir finalement, 1, 2, voire 3 partenaires bancaires qui, finalement, se basaient pas forcément sur ces calculs, de taux d'endettement assez basiques et hem et qui se basaient plutôt sur des calculs, différentiels et c'est vrai que ça permettait quand même d'aller, donc différentiel, c'est, vraiment la différence, intrinsèque de chaque investissement, enfin des charges de chaque investissement avec, finalement ses revenus. Donc ça permet finalement d'aller beaucoup plus loin qu'un taux d'endettement, aujourd'hui, par exemple, limité théoriquement à 35. Et du Hem, coup, c'est des banques, j'imagine, qui prenaient en compte, tes revenus, du bien futur, du bien que tu étais en train ouais, d'acheter? tout OK. à fait. Donc les revenus à venir, mais aussi, surtout, un système de calcul qui, voilà, qui permet, d'isoler chaque bien et donc de calculer finalement une rentabilité intrinsèque à chaque bien. Et ça, c'est important parce que quand on mélange tout, on tombe souvent sur des ratios d'endettement très, Ouais. très, très hauts pour des multi-investisseurs et là, ça peut permettre, de bloquer un peu. Mais ce qui est certain, c'est que les banques avec qui je travaille regardent énormément l'adresse du bien que qui est acheté et c'est très important parce que finalement, c'est sur ça qu'ils vont se rembourser en cas de défaillance. Quand il y a une hypothèque sur un bien, c'est sur la vente du bien. Si le bien, il est dans le triangle d'or d'une ville, heu, forcément, ils savent très bien que la liquidité, elle va être, beaucoup plus simple. Ils savent très bien que les enchères vont grimper. Ils savent très bien qu'ils récupéreront leurs billets. Si c'est dans une ville un peu plus bancale, même si le cash flow est faramineux, le jour où il y a une défaillance, parce que c'est pas parce qu'un cash flow est gros qu'il peut pas y avoir de défaillance, hein, d'ailleurs, hein, parce que, quelqu'un peut avoir des très gros cash flows, être dépensier, un monstrueux dépensier finalement et ne pas rembourser son crédit avec le cash flow. Enfin, ça c'est aussi un choix de chacun. Donc au final, en cas de défaillance, le cash flow il servira à rien finalement pour une banque. Il servira pas à grand chose. Contre, la valeur du bien, patrimonialement parlant, elle servira au remboursement de la Mmh, banque. mmh mh. Donc il y a cette considération qui est importante et après je pense qu'il faut un juste milieu, il faut un mix. C'est-à-dire qu'il faut pas, leur amener que du Pinel, enfin on va dire du Pinel populaire parce qu'il y a des Pinel qui sont quand même des bons investissements, mais on peut pas leur amener que finalement des investissements à cash flow négatif, ça c'est évident. Maintenant, si on leur ramène, des biens à en autofinancement, voire en léger cash flow et puis certains avec du cash flow un petit peu plus important, j voilà, c'est un bon mix. C'est marrant que tu parles de l'adresse du bien parce que j'avais jamais j'avais jamais trop réalisé, mais donc sur mon premier projet qui était une colocation, j'ai j du coup, j'ai fait vraiment le roadshow, je suis passé auprès de toutes les banques, pour essayer de trouver un crédit et la banque qui m'a accordé le crédit, elle est en face du bien. Ah ouais. Donc du coup, je moi pendant la j'avais beaucoup essayé de jouer sur ce truc-là, quand je leur présentais le bien. Mais ouais, j'avais pas réalisé à quel point, en effet, ça avait pu les rassurer de se dire bon, on était juste à côté de la gare, mais vraiment à 200 mètres de la gare et du coup, ils connaissaient très, très bien l'endroit et je pense que c'est important. C'est vrai que j'avais même vu des banques, qui m'avaient refusé le projet en me disant: «Mais nous, on ne connaît pas cette ville, on n'investit que dans telle et telle ville qu'on connaît et sinon un investissement locatif, on fait pas, quoi». Mais c'est souvent d'ailleurs le cas des banques qui ont des caisses régionales, Ouais. qui connaissent très, très bien leur marché, très, très bien leurs clients, qui ont souvent des pouvoirs de délégation bien plus importants d'ailleurs que des banques, nationales et parce que justement ils ont, cette main sur le marché local et cette connaissance du marché et c'est vrai que moi j'ai toujours eu plus de facilité à travailler avec, des banques qui avaient des délégations régionales, Mmh mh. hem et je pense que c'est le cas pour tout le Mmh monde mh mh. d'ailleurs, chaque investisseur. Ouais, moi, c'était Crédit Agricole. Toi, tu as bossé avec quelle banque, si tu veux, si tu acceptes de les citer? Ouais, alors j'en ai plusieurs, mais je vais en citer, principalement, 2 qui sont, le CIC qui a toujours été ma banque pro depuis, 2010, depuis que j'ai créé ma première boîte en 2010 et mais par contre j'ai jamais rien eu de perso chez eux, j'ai toujours eu que du pro. Heu, donc là on a un peu de perso, mais surtout beaucoup de pro et quand je dis pro, c'est aussi de la SCI à l'IS, Ouais. qui pour moi, finalement, à la différence d'une SCI à l'IR, a un côté beaucoup plus entrepreneurial et donc j'assimile ça quand même
du côté pro. D'ailleurs, les taux sont souvent aussi, plus élevés, quand tu empruntes, sur une SCI à l'IS, certaines banques. Et puis, après, on a, la caisse d'épargne, qui a été une boîte assez, une banque assez aussi, prêteuse de notre côté, mais qui a ses limites, en termes de mindset aussi et de mentalité, contrairement au CIC que je trouve beaucoup plus, professionnel dans son approche. Voilà. OK. Voilà, on a eu d'autres banques, on en a d'autres, j'en parle dans le bouquin, c'est obligatoire, hein, d'avoir plusieurs banques quand on est investisseur, même quand on est entrepreneur, d'ailleurs. Et en plus on a donc une activité de marchand de biens et là aussi on est évidemment, obligé d'avoir plusieurs banques si on veut faire plusieurs projets, de front. Parce que dépendamment des politiques de chaque banque, finalement, d'une année à une autre, une banque peut vous suivre sur 3 projets dans l'année et puis l'année suivante pas du tout, même si vos projets sont bien passés, parce que c'est plus dans leur politique. Là, il va falloir switcher. Et puis, si vous avez 3 projets en cours avec une banque, peut-être qu'elle, elle est à fond dans son encours, toléré avec vous et qu'il va falloir, finalement avoir une banque en parallèle pour aller développer d'autres opportunités. Mmh, mmh mh. Est-ce qu'on reprend sur tes prochains investissements? Est-ce que tu t'étais arrêté à cette période-là ou t'avais continué? Alors je me suis donc 2010-2011, 2 studios. 2013, je monte une SCI à l'IS, pour acheter des locaux d'activité pour y loger mes sociétés. OK. Donc avec cette volonté de se dire: «OK, on va quand même, enrichir notre patrimoine personnel plutôt qu'enrichir celui d'un bailleur». Heu, Sachant que voilà, les revenus de nos activités nous permettront de construire un patrimoine personnel. Donc une SCI à l'IS, et là, ce qui est peut-être intéressant aussi, c'est que, donc SCI à l'IS qu'on crée mon épouse, mon fils qui à l'époque a 3 ans et moi. Hem, donc on donne, d'entrée, finalement 29 à notre fils, de sorte à ce qu'il puisse être déjà, finalement, détenteur de ses parts sociales qui n'avaient aucune valeur évidemment en 2013 puisque, il y avait que de l'endettement en face, donc ça peut, voilà, certains protecteurs, pourraient dire: «Attention, vous endettez votre fils alors qu'il a 3 ans, c'est dangereux». Heu, Nous, on a toujours plutôt vu du côté américain en disant: «On l'endette pas, on lui crée, une richesse pour demain et on lui évite aussi demain de payer des taxes, des frais ou de l'impôt, pour finalement récupérer ce qui lui reviendrait de droit». Mmh, mmh mh. Heu et ça, c'est quelque chose qu'on a voulu faire, assez tôt. Ça, comment c'est vu par la banque de mettre quelqu'un de mineur, dans une SCI? Alors il y a des clauses, hein, qui existent, il y a des clauses qui existent dans les offres de prêt notamment, et puis, qui finalement, déchargent un petit peu la banque, de la responsabilité et puis, aussi, déchargent, le mineur de sa responsabilité et collent finalement toute la responsabilité sur les parents. J'ai oublié le nom de la clause, mais, en tout cas au CIC, OK. puisque en l'occurrence cette SCI est au CIC, il y a une clause pour, associés mineurs. Et d'un point de vue fiscal, ça a un intérêt? Alors j'imagine que du coup tu peux pas ressortir le revenu, pour sa part, tout de suite. Comment ça marche? Non, en fait, dans notre tête, il n'a jamais trop été question de sortir du revenu de la SCI, OK. donc du coup, aujourd'hui, fiscalement, la la SCI, de toute façon, elle est assujettie à l'IS, donc il n'y a pas trop de sujets et comme on n'en s'est jamais sorti de dividendes, Ouais. le cas ne s'est pas présenté, et ça ne sera pas le cas puisque le but, c'est de réinvestir massivement pour créer une grosse foncière, familiale. Donc au final, voilà, on n'est pas prêt de sortir des dividendes de cette SCI. OK, d'accord. Très bien. Mais si ouais, je me dis si c'était le cas, si tu avais envie de te verser des dividendes là, tu Ouais. pourrais et tu pourrais en verser à ton fils aussi ou? Alors je suis très franc avec toi, je n'ai aucune idée de comment ça se passerait pour lui. Ouais. Donc pour nous, associés, majeurs, sans problème. Associés mineurs, est-ce qu'on peut verser des dividendes ou est-ce que ça revient aux parents? Je sais pas du Je sais tout. pas. Faudrait Heu, lui demander de remplir sa déclaration après, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, écoute, il a ouais, on va lui demander. Il a 11 ans maintenant, tu vois? Ah Donc bah, il comprend mieux un peu c'est le bon, c'est voilà. nickel. J'imagine que tu l'emmènes sur les chantiers avec toi. Ouais, c'est pas ce qui lui plaît le plus. Mais il s'en rendra compte plus tard. Voilà, c'est toujours un peu frustrant, mais c'est normal. OK. Donc 2013, on a ces locaux d'activité, donc ça diversifie pas mal et puis là, on vit nos premiers impayés parce que, finalement, nous, nos boîtes changeant et cetera, finalement, on déménage,
voilà, on ouvre ce magasin de vélo en 2015. Donc, voilà, finalement, on n'a plus besoin de ces locaux-là, donc on les met en location. Et puis là, on tombe sur des locataires qui finalement ne paient pas, donc des pros, hein, que je pourrais d'ailleurs citer parce qu'ils ont un site, mais je le ferai pas. Mais ils ont un site internet très connu et très lu dans le milieu du rugby. Voilà. Et ben, ces gens-là n'ont pas payé le loyer pendant des mois. Donc commandement de payer par huissier, évidemment, injonction, avocat, tribunal. Bon, voilà, évidemment, ils sont sommés de payer, sauf que sauf qu'ils payent jamais et qu'en fait, au bout d'un moment, l'huissier n'arrive qu'à récupérer à peine de quoi rembourser ses frais à lui et puis nous rembourser peut-être 20% de ce qu'il nous devait. Mais on arrive quand même évidemment à récupérer les clés puis à les foutre dehors, c'était le principal aussi. Et puis ça nous a un petit peu finalement dégoûté parce qu'à l'époque, voilà, notre patrimoine était assez faible et on n'arrivait pas trop à non plus avec nos autres revenus, puisqu'on avait tout investi dans nos propres boîtes et notamment dans cette nouvelle activité dans le vélo. On n'arrivait pas à compenser. Et, enfin, chaque mois c'était dur, on devait faire finalement, on devait compenser la différence entre la charge et le revenu nous-mêmes. Donc on a décidé de revendre. Et on a revendu en perdant de l'argent, très clairement. On a revendu, ouais, on a dû perdre, je sais pas moi, 10% peut-être. Voilà. OK. Quand on met tous les frais mis bout à bout. Alors ça voilà, c'est on va dire la plus-value théorique. Après dans la pratique, vu qu'on avait remboursé du capital entre-temps et cetera, on a limité la casse. Et après la vente, il nous est resté des sous, et après avoir remboursé le crédit. Mais on va dire que c'est comme si on avait travaillé pour rien, quoi. Ouais. Voilà. Et OK. c'est dommage. Donc ça, c'était une assez mauvaise expérience et qui nous a permis d'apprendre aussi et de nous former davantage. Et puis après, entre cette vente du bien et puis 2018, on n'a rien fait en termes d'immobilier. Heu et puis en 2018, je me suis réveillé, les taux étaient bas. Heu, je me suis dit: «On a perdu du temps, il faut qu'on rattrape ça». Et donc là, j'ai donc accepté ce CDI qu'on m'a proposé avec un beau challenge. Alors, que ce soit clair, hein, je l'ai pas accepté que parce que je voulais Mmh, mmh mh. investir dans l'immobilier, mais c'était un des facteurs qui m'a fait me dire: «OK, mets de côté ta flexibilité d'indépendant et puis ton confort d'indépendant au quotidien pour aussi construire quelque chose de plus gros pour demain». Et là, on a réinvesti massivement puisque dans les 12 premiers mois, on a acheté 11 biens. Hem Ouais, c'est énorme. et C'est 11 biens, ouais. 11 signatures chez le notaire ou on parle de 11 lots? Non, non, 11 actes. 11 actes. Vraiment onze OK. 11 actes chez le notaire. Et là, voilà, en véritable passionné que je suis dans tout ce que j'investis, dans tout ce que j'entreprends, je me suis vraiment investi à 300%. Et malgré tout le boulot qu'il y avait à côté et puis les enjeux aussi de développement business qu'on avait à côté. Mais voilà, je me suis vraiment éclaté à faire ça. J'ai adoré. Et je me suis retrouvé il y a un mois où je me suis retrouvé à signer 4 actes dans le même mois. Donc en fait, je me suis retrouvé en fait à signer plus d'actes qu'un agent immobilier, enfin que certains agents immobiliers. et heu et ça, c'était plutôt cool. Mais alors j'ai 2 questions qui me viennent. La première c'est, te ton banquier, il a dû te prendre pour un malade mental et faut que tu nous expliques comment tu as fait pour pouvoir, enchaîner à cette vitesse-là? Et la Ouais. deuxième c'est, tu démarres un challenge professionnel qui a l'air aussi, super intéressant, avec ce CDI et cetera. Comment tu Mmh. fais pour organiser ta vie pour gérer 11 acquisitions plus une première année dans un job? Heu, voilà, question assez large. Alors ouais, 1re chose, je vais remercier mon épouse parce que du coup, elle a quand même pas mal assuré sur toute la partie familiale, puisqu'il y avait quand même aussi, voilà, les enfants à gérer au milieu. Alors les filles sont grandes, donc c'est pas un souci, mais par contre le petit dernier avait 8 ans en 2018, donc quand même contraignant au quotidien. Donc je la remercie déjà parce que sans elle, je pense que ça aurait été difficile. Enfin, sans elle dans la même configuration familiale, ça aurait été difficile. Donc ça, c'est une première chose. 2, au niveau professionnel, j'ai la chance d'avoir une super équipe. Hem
avec qui je m'entends très bien et il y a une très bonne synergie, donc on perd pas trop de temps aussi et quand on fait des choses, on les fait, voilà, on sait où on va tous dans la même direction, donc finalement, le temps n'est pas pollué par des trucs, futiles, de Ouais, management, qu'on peut tous connaître, dans certaines boîtes. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai d'ailleurs, pour la petite anecdote, des gens de mon équipe qui se sont mis à investir dans l'immobilier aussi, voilà donc c'est top ça. voilà, c'est un secret pour personne et puis, moi, je suis vraiment quelqu'un qui est on peut appeler d'hyperactif, mais à la fois, je suis assez calme, mais à la fois, je suis quelqu'un d'hyperactif et j'ai besoin, en fait, de me nourrir sans arrêt de challenges dans tout genre, de plein de choses et c'est vrai que j'avais besoin aussi de ça voilà, pour m'épanouir finalement aussi, hein, au, voilà, au quotidien. Donc j'avais tout finalement, la famille, professionnellement c'était bien et il me manquait finalement cette notion de patrimoine et d'enrichissement et c'est pour ça que quand je parle, le sous-titre du livre «Comment bâtir un empire patrimonial en partant de rien», c'est un titre un peu vendeur, hein, empire évidemment, c'est un peu de marketing mais j'y crois aussi, voilà, il y a empire et empire, on peut avoir un modeste empire, finalement et c'est ce que j'avais envie de bâtir, voilà. Donc quand on a envie, je pense qu'on peut arriver à tout. Heu, pour la petite anecdote, à l'époque, je faisais aussi du triathlon et le triathlon, c'est pas le sport le moins chronophage du monde, hein. C'est C'est clair. quand même, voilà, on s'entraîne autant qu'un cycliste, autant qu'un coureur à pied, autant qu'un nageur, même si la nage, c'est pas trop mon truc, natation. Mais pour le coup, voilà, alors là, par contre, j'ai dû faire une croix sur le triathlon, ça c'est sûr et finalement, les 15 heures d'entraînement que j'avais par semaine en triathlon, bah, je les ai, dédiées aussi, heu, à l'immobilier, mais c'était pas forcément suffisant 15 heures, donc j'ai trouvé du temps ailleurs. OK. Voilà. Si on fait un petit résumé de cet empire de 11 alors de 11 biens que tu as créés, c'est principalement les mêmes ou tu as diversifié, Est-ce que c'est plus du cash flow, du patrimonial au total, tu te retrouves comment avec ça? Alors dans les premiers, ça a été beaucoup plus du patrimonial, puisqu'on a toujours, ces 11 biens qu'on a achetés en 2018, on les a quasiment tous achetés, heu, pareil à Toulouse dans des beaux quartiers, OK, des choses assez sympas. Hem, les prix avaient déjà augmenté un petit peu à Toulouse, commençaient à augmenter fin 2017, mais n'étaient pas du tout à la hauteur de ce qu'ils sont maintenant. Donc, déjà depuis ça a pris 20 depuis 2018, donc on a quand même acheté aussi sur le bon timing. On aurait pu se dire que c'est déjà trop cher par rapport à 2016, mais on se l'est pas dit. C'est pas du tout quelque chose que je me dis, comme quand j'achète des actions et cetera, je me prends pas trop la tête avec l'historique. Hem, donc voilà, plutôt patrimonial, mais on avait commencé aussi à diversifier un petit peu sur, donc des villes, périphériques dont je parlais tout à l'heure. Hem, voilà, mais ça s'est plutôt fait, de manière simple et en fait, c'est vrai que quand je regarde en arrière, ça peut paraître, conséquent et compliqué à mettre en place et autres ou chronophage, mais finalement ça s'est fait de manière assez fluide. Peut-être parce qu'on a tout fait justement en même temps, qu'on a tout regroupé sur ces 12 mois et que quand tu te retrouves à la banque pour, finalement, te faire prêter pour 3 ou 4 biens en même temps, bah, c'est le même temps que pour t'en faire prêter qu'un d'accord. et sauf que tu vas 3 4 fois plus vite, quoi. Donc tu as des prêts qui englobaient, plusieurs acquisitions? Ouais, alors c'est plusieurs lignes de prêt pour le coup parce que c'est plus simple pour, la ventilation Ouais, des hypothèques. Alors même si ça coûte un peu plus cher sur les frais, de manière les frais incompressibles que tu as, c'est quand même plus simple, aussi pour y voir plus clair au niveau des levées d'hypothèques, notamment pour les reventes. OK. C'est quand même, plus clair. Donc oui, je me suis retrouvé à la banque à négocier, des financements pour 4 biens d'un coup, hem et c'est donc tout va beaucoup plus vite. Voilà Et qu'est-ce qu'elles te et c'est disaient, ce que je les recherchais. banques? Bon, elles avaient vu que en plus tu avais même pas tu avais juste quelques mois de CDI, j'imagine? Tu étais sorti de Ouais, période d'essai quand même? ouais, j'étais presque sorti de période d'essai, Ouais, mais voilà, en tout cas, j'avais une confirmation que ma période d'essai, n'allait voilà, qu'on n'allait pas mettre un terme, ouais. en tout cas, à ce CDI-là et donc oui, il y avait ça, mais ça, c'était pas un sujet parce que voilà, c'est une belle boîte, et puis, bon voilà, c'est un poste intéressant, donc il y avait pas trop de sujets là-dessus. Par contre, il y avait des sujets sur le volume effectivement, le volume et le timing. C'est-à-dire que les banques, elles aiment pas trop quand on va vite. Ouais. Elles aiment bien, prendre du recul, regarder parce qu'elles, pour le coup, elles regardent, OK, beaucoup l'historique, elles veulent se rassurer et cetera. Donc là, j'ai dû quand même, convaincre que,
il valait mieux que je le fasse maintenant plutôt que je le fasse dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, que les prix allaient augmenter, que les loyers, eux, n'allaient pas augmenter en face, que finalement, plus j'attendais, plus la rentabilité, elle allait Ouais, s'amoindrir. Fort aussi de mes expériences et des biens que j'avais achetés en 2010, parce que finalement, 2010 et 2011, puisqu'il y avait ça aussi comme expérience, c'est-à-dire que j'avais jamais eu un impayé sur ces biens-là, qui étaient des biens de la même typologie depuis 2010. J'avais toujours remboursé mes crédits sans aucun problème. Euh, et aujourd'hui, c'est des biens qui avaient déjà pris 50%. Donc voilà, c'était quand même des arguments de taille. Et avec 8 années de recul, ça commence à peser. OK. Voilà. Même s'il y avait eu que 2 biens initialement, mais il y avait une RP qui était quand même à moitié remboursée. Voilà, il y avait un peu de, on va dire, de crédibilité là-dessus. Hem, il y avait cette petite verrue, on va dire, des locaux d'activité où on avait perdu un peu d'argent et cetera, mais bon, finalement, comptablement, ça se voyait pas trop dans les bilans, avec ce qu'on avait remboursé. Donc voilà, c'est pas trop de difficultés à convaincre finalement, les banques. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas la même qui m'a tout prêté. Ouais. Voilà, ça c'est clair. Et c'est normal, voilà. Je crois que c'est normal et il a fallu finalement, s'entourer de plusieurs partenaires là-dessus. Hem, mais ça pose pas de problème à une banque, qu'on s'entoure d'un autre partenaire parce que, ça les rassure un petit peu aussi de diluer le risque, sur d'autres, Oui. voilà, sur leurs confrères. Et puis, au final, si une autre banque nous prête également, c'est que finalement ça tient la route. Voilà. Exactement, j'ai même des banques qui, et bah, d'ailleurs ça me plaisait pas beaucoup parce que ça ralentit un peu les process, mais j'ai des banques, historiques, où j'ai mon argent depuis longtemps et tout, qui attendaient que j'ai une offre, positive dans une autre banque pour pouvoir m'éditer des offres. Heu Ouais, je suis pas étonné. et j'étais là, mais enfin c'est complètement dingue quoi, genre c'était, f enfin faites votre travail, faites vos calculs et prêtez-moi si vous pensez que je peux rembourser. Mais non, c'est en effet, c'est un vrai point bah, pour se rassurer je pense, de voir qu'il y a d'autres banques qui acceptent quoi. Bah, c'est exactement ça, c'est que plus tu as d'éléments de rassurance pour les banques et mieux c'est. Parce qu'elles attendent que ça les banques, elles aiment pas le risque forcément, c'est pas du tout dans leur ADN, et elles attendent que d'être rassurées. Et ça, c'est quelque chose qui peut les rassurer. Ce qui peut les rassurer aussi, c'est ce que je partage dans mon livre dans un chapitre, c'est le dossier bancaire. C'est-à-dire que, heu, il faut pas se voiler la face. Oui, on lit partout et même moi je l'écris dans mon livre, tout le monde peut investir, tout le monde peut le faire. Après, on le fait tous à des échelles différentes forcément et on le fait tous de manière différente. Et il y a présenter un dossier et présenter un dossier, voilà. Heu, on peut présenter un dossier, heu, de manière, très succincte et on peut présenter un dossier de manière graphique, illustrée, illustrée non seulement par de l'image, avec les images du bien, des belles photos, des projections 3D évidemment, s'il y a besoin pour des travaux, mais on peut aussi l'illustrer par des chiffres, voilà, et des chiffres concrets, réels, qu'on peut prouver sur du papier, sur une liasse de LMNP, sur pas mal de choses, voilà. Et ça, je pense que c'est important et rassurant d'avoir cette transparence envers les banques, et de montrer qu'on maîtrise parfaitement son sujet. Et parce que souvent, finalement, on se rend compte que l'interlocuteur bancaire en face, il maîtrise pas du tout le sujet pour lequel vous êtes venu. Et souvent, quand vous êtes vraiment investisseur passionné comme vous et moi, au final, on connaît davantage de choses et davantage de ficelles de ces sujets-là que le banquier qu'on a en face de nous. Donc, première chose, c'est de trouver le bon interlocuteur. Il faut pas hésiter finalement à faire plusieurs banques et même au sein de certaines banques, ce qui est plus difficile de voir plusieurs interlocuteurs, de dire clairement: «Écoutez, moi j'aimerais bien, taper directement, sur le directeur d'agence ou et cetera», pour avoir un discours qui est cohérent. Parce que souvent on se rend moi j'ai vécu des choses mais hallucinantes quoi. Des des conseillers bancaires qui savaient même pas ce que c'était la LMNP, voilà, qui étaient à des années-lumière, sortis de la défiscalisation et des produits des SCPI et cetera qu'ils avaient Ouais. eux dans leur groupe. L'immobilier pour eux, c'était un truc d'extraterrestre quoi. Mmh, mmh mh. Enfin vraiment, hein. J'en ai rencontré aussi et du coup, ton avis là-dessus, c'est quoi? C'est que ouais, ces personnes-là qui n'ont jamais accompagné des investisseurs et cetera, faut les éviter, faut pas perdre de temps avec eux? Alors si c'est votre premier investissement, c'est pas un problème parce que en fait tant que si vous êtes en face de ce genre de personnes, mais que vous êtes tous les voyants ouverts dans leur case, il y a pas de problème. Ouais, Voilà.
Donc, taux d'endettement inférieur à 35, un encours, bancaire finalement inférieur à 6 années de loyer, voilà, tous les KPI, comme ça. Si vous voulez emprunter sur 15 ans, il y a aucun souci. Franchement, allez-y, il Mmh, y a pas de problème. Par contre, si vous commencez, à demander des choses avec un taux d'endettement à 45, voire plus, même 40 déjà, hein, c'est que ça devient compliqué. Heu et puis que vous avez déjà 10, 15, 20 biens, là, l'interlocuteur, forcément, vous avez dû le changer déjà depuis un moment parce que ça tient pas la route, quoi. Voilà. Donc moi, ce que je conseille, c'est que si vous êtes plus dans une optique de, multi-investissement, il faut, trouver d'autres interlocuteurs. Si vous êtes juste dans l'optique d'investir dans un ou 2 biens, parce que c'est aussi bien de le faire, et de s'arrêter là parce qu'on a tous d'autres passions à côté, finalement ne changez pas d'interlocuteur et puis, rentrez dans son jeu et adaptez-vous à son discours. Voilà, faites le caméléon, quoi. OK. Je pense que c'est un bon conseil, en effet sur le choix du partenaire et et après du coup, quand tu parles dans ton livre de bien t'entourer, tu penses à d'autres partenaires, toi tu utilises un peu des courtiers, des chasseurs, Alors, partenaire, oui, mais pas pour tout. C'est-à-dire qu'au niveau bancaire, notamment, le courtier, je l'utilise pas trop. Je l'ai utilisé une fois, mais je suis pas très fan pour les raisons dont je viens de parler. C'est-à-dire, personne mieux que vous peut connaître votre sujet, quoi. Vous connaissez le bien que vous avez acheté, vous connaissez son emplacement, son potentiel, vous savez ce que vous allez y faire, vous connaissez potentiellement le locataire qui est à l'intérieur, s'il y en a un. Heu et c'est votre sujet, c'est pas celui du courtier. Et moi, je pense que ça passe beaucoup par là. En fait, il faut que vous vous positionnez, mais c comme si vous pitchiez pour une start-up. Vous voulez, aller lever des fonds pour votre start-up, c'est le projet de votre vie. Bah, à chaque fois que vous faites un investissement, vous devez aller lever des fonds pour finalement, vous enrichir personnellement et faire en sorte que ce projet se réalise. Bah, vous devez aborder la chose de la même manière et vous vendre comme jamais, quoi. Et le courtier, il fera jamais ça à votre place, impossible. Enfin, je j'ai pas d'exemple en tête qui me prouve le contraire. J'ai jamais vu un courtier qui allait, vraiment, parler avec autant de passion, heu, que l'investisseur lui-même, quoi. Voilà, donc ça, c'est sur le sujet partenaire bancaire, je dirais, c'est mon conseil. Je crache pas du tout sur les courtiers parce que je pense que pour certains types de profils, c'est très intéressant et encore une fois, ce que je dis, c'est pas forcément valable pour tous les investisseurs, mais pour, un profil d'investisseur particulier, qui est plutôt d'ailleurs entrepreneur. Hem Par contre, là où on peut avoir des partenaires aussi intéressants, c'est tout ce qui est fiscalité, juridique, compta. Là, c'est quand même aussi un sujet plus touchy. C'est un sujet, il faut être en veille permanente sur des sujets qui sont pas forcément très sexy aussi. Donc, moi, pour ma part, en tout cas, là, j'ai besoin de vraiment m'entourer de gens compétents. Et puis les agents immobiliers, un petit peu, voilà, profil un peu décrié, souvent, enfin métier un peu décrié. Moi, j'ai pas vraiment de problème avec les agents immobiliers. Je trouve que c'est plutôt des bons partenaires. J'ai pas de problème à leur laisser des commissions. Hem, voilà, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir un bon réseau d'agents immobiliers sur qui on peut s'appuyer, à la fois pour chasser du bien, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que demain, on va tous être amenés à vendre nos biens aussi. Heu, je connais peu d'investisseurs qui ont acheté des biens, il y a 25 ans et qui les ont tous, 100 encore en détention aujourd'hui. Donc, et c'est très intéressant pour avoir moi déjà essayé de vendre des biens moi-même ou en avoir vendu moi-même. C'est usant, heu, c'est c'est pas agréable franchement de vendre un bien, parce qu'en face de nous, on a des acheteurs comme nous en fait, hein, qui vont essayer de vous trouver le moindre problème, qui vont, finalement qui vont un peu, détruire, alors même avec de la courtoisie, hein, mais détruire votre bien, essayer de négocier des prix, vous trouver les défauts là où il y en a pas, heu, vous faire perdre du temps, et vous aussi perdre du temps que vous pouvez finalement utiliser ailleurs à des choses bien plus, bankable que la vente d'un bien que vous pouvez facilement déléguer et que vous vendrez finalement en net vendeur et c'est souvent, ce que je constate. Heu, je dis à un agent avec qui j'aimais bien travailler, qui m'a vendu quelques biens, je lui ai dit: «Écoute, je pense que j'aurais jamais vendu au prix où tu as vendu, en fait. Donc, je pense que j'en aurais pas été capable parce que c'est pas mon truc». ouais. Voilà. Donc je regrette pas de l'avoir fait, je regrette pas de lui avoir laissé, 10 000 € de com sur 135 000. Bon, ben, voilà, j'ai pris 125, mais en fait, je suis même pas sûr que je serais arrivé à le vendre 125. Donc, ça me va très bien, quoi. Et après, en termes de partenaires, évidemment, il y a le notaire. Bon, le notaire, c'est un personnage, hein, un particulier, c'est voilà, c'est quand même
Voilà, c'est quand même une famille à part entière. Pour le coup, moi, j'en ai 2. J'en ai un, pour, finalement, qui me suit depuis, 2018 où j'ai commencé à accélérer et qui m'a suivi depuis toutes les acquisitions, donc les 11 là de 2018, puis toutes celles d'après depuis et celles encore aujourd'hui. Mais par contre, j'en ai un deuxième qui me suit sur les acquisitions que je fais, en dehors de la ville de Toulouse. OK. Heu, Parce que je l'ai fait dans une ville un peu particulière où on a des contraintes qu'on n'a pas à Toulouse, c'est-à-dire, on a du permis de louer, on a des conformités d'assainissement, même dans des immeubles de centre-ville, à avoir. On a pas mal en fait de petites règles, micro comme ça, qu'on retrouve pas forcément partout et heu et donc c'est bien d'avoir, quelqu'un qui est local, sur ces sujets-là. Voilà, je le vois d'ailleurs parce que sur mes activités de marchand de biens, quand on a en face des notaires d'acquéreurs qui sont pas forcément au fait de toutes ces règles dans la ville, bah, finalement, ils oublient de parler de sujets, hyper essentiels pour leurs acquéreurs, type le permis de louer. C'est-à-dire si vous achetez un bien qui est soumis à un permis de louer de la loi Habitat, heu et que vous n'avez pas ce permis de louer, vous êtes marron. Enfin, c'est vous êtes mort, quoi. Ouais, ouais. Vous achetez un bien, vous pouvez pas le louer. Donc oui, vous allez le louer, mais si vous faites toper, vous êtes Mmh, mort. mmh mh. Et si votre notaire est pas au courant qu'il y a ça dans la ville, et franchement, c'est souvent le cas, bah, il a mal fait son boulot et c'était pas le bon partenaire. OK, bah, écoute, très bon point sur les notaires en effet, c'est pas évident d'ailleurs de trouver, enfin de même de considérer le notaire comme étant un vrai partenaire. On prend souvent le notaire un peu par défaut, mais je pense qu'il y a vraiment des personnes qui peuvent, t'accompagner et t'éviter des grosses erreurs. Heu, Bien sûr, et puis si vous vous entendez bien avec votre notaire, vous pouvez aussi lui demander, vous pouvez aussi lui donner des adresses de biens que vous voyez un peu désaffectées, des choses, pas habitées depuis longtemps et cetera. Lui, il va vous retrouver, très facilement les coordonnées des anciens habitants ou des propriétaires ou autres. Enfin, il peut vous filer des coups de main. ouais, c'est Voilà, pas il mal, peut ouais. vous filer des coups Écoute, on arrive presque à l'heure d'enregistrement, donc pour conclure, est-ce qu'il y a, écoute, une question que je t'aurais pas posée ou si tu vois pas, un élément dont tu aurais aimé parler, un dernier conseil à donner aux gens qui nous écoutent pour construire ce fameux empire, patrimonial? Si je peux donner un conseil, c'est, et je vais l'illustrer, c'est, à chaque point de blocage, vous trouverez toujours une solution, si c'est la motivation qui vous porte et que si vous avez vraiment l'envie d'atteindre vos objectifs. Ça fait un petit peu, on va dire coach personnel, mais très honnêtement, c'est ce que je constate avec du recul. Je me suis retrouvé comme tout le monde bloqué devant des banques pour des acquisitions. Heu, Comme tout le monde, j'ai essuyé, des refus, j'ai essuyé des plâtres, j'ai vécu des échecs et en fait, à chaque fois, j'ai su rebondir et j'ai toujours rebondi plus haut et je pense que tout le monde est à même de faire ça, à partir du moment où c'est la motivation qui nous porte et il y a toujours des solutions. C'est-à-dire, je reprends l'exemple du financement parce que c'est vraiment, en fait, pour moi, c'est le nerf de la guerre dans l'investissement immobilier, c'est le financement. Trouver des biens, c'est pas compliqué, voilà, mettre des locataires dedans, c'est pas compliqué, faire des travaux non plus, si on sait s'entourer et cetera. Par contre, si vous avez pas de financement, c'est très compliqué d'aller, bénéficier de finalement de ce levier bancaire dont on peut bénéficier juste dans l'immobilier. On peut pas en bénéficier, dans la bourse, on peut pas en bénéficier, dans l'art, c'est assez compliqué. Heu et quand vous je prends un exemple concret, au bout d'un moment, j'ai été bloqué sur certaines acquisitions en nom propre. Voilà, et comme mon partenaire bancaire me connaît parfaitement, et comme il sait qu'il peut me faire confiance et qu'il a envie de me suivre, mais qu'il est bloqué avec, finalement des règles qui sont pas forcément de son ressort, mais qui sont des règles plutôt nationales, voire européennes. Mais finalement, il m'a dit, «Écoute, le mieux, c'est qu'on investisse, en SCI, qu'on décorrèle l'encours perso de l'encours pro». Et finalement, ça permet de repartir, sur des bases, saines, à zéro, sur un encours qui est, finalement, très très important, enfin, en tout cas, un potentiel d'encours qui est très important sur le volet pro. Donc si vous êtes bloqué en titre perso, c'est une petite astuce parce que je l'ai vécu et donc c'est prouvé. Heu, Sachez qu'il y a des banques, je vous donnerai pas lesquelles, mais sachez qu'il y a des banques,
qui vous considéreront différemment si vous investissez en SCI/LIS, parce qu'ils vont utiliser justement cette déviation du profil professionnel pour que vous puissiez investir. Attention, il y a des contreparties, les taux vont être souvent plus élevés. Le 25 ans, vous allez oublier, et il faudra mettre un petit peu d'apport. Mais on ne peut pas acheter 20-25 biens sans mettre 1 euro d'apport. Ça n'existe pas. C'est pas vrai. Enfin, voilà, si quelqu'un peut nous montrer qu'il nous le montre, mais je ne crois pas que ça puisse exister. Et je suis même persuadé que ce serait une très grosse erreur de le faire, parce qu'au bout d'un moment, si vous avez 3 millions d'euros de patrimoine et que vous avez 3 300 000 d'endettement, parce que vous avez tout emprunté à 110%, je vous le dis, vous êtes dans la merde. C'est pas, voilà, c'est clairement pas ce que je peux conseiller. Donc, quand vous pouvez mettre un peu d'apport, faites-le. Ça, c'est aussi une astuce complémentaire sur aller lever des financements. Je pense que c'est à la fois sécurisant pour le banquier, mais c'est aussi sécurisant pour vous. C'est quand même, voilà, pas, à mon avis, pas très smart d'aller faire que du 110%, comme on peut le voir partout. C'est dangereux. Voilà. Super, bah, écoute, je pense que oui, ça rappelle des principes de bourse, pas mettre tous ses œufs dans le même panier et en effet, d'un point de vue patrimonial ou cash flow, parce qu'on en a beaucoup parlé sur cet épisode, je pense que le meilleur conseil, c'est celui que tu viens de donner, c'est de diversifier en fait et de faire des 2. Merci beaucoup Julien pour tous ces conseils. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter, LinkedIn, un email, Alors sur LinkedIn, c'est plutôt profil pro, on va dire, généraliste. OK, Sinon pour la partie IMO, vous pouvez me suivre sur Instagram. Donc le pseudo, c'est Julien_invest. Donc Julien-8 invest. J'y partage un petit peu mon quotidien d'investisseur, quelques aussi projets de marchand de biens. C'est pas forcément un investissement, mais c'est quand même toujours de l'immobilier. C'est intéressant sur les sujets d'achat-revente. Et puis j'ai un site qui s'appelle investiratoulouse.com qui présente aussi, qui me sert de support pour accompagner des investisseurs dans la région toulousaine, et puis sur lequel vous pourrez trouver mon livre aussi, voilà, si jamais ça vous tente de le découvrir. super, bah, écoute, je mettrai tout ça dans le descriptif de l'épisode. Merci encore Julien. Merci beaucoup Jérémy. Ça fait un bail, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est toujours plus facile d'avancer sur un projet immobilier quand on peut en parler autour de soi, à des gens qui s'y connaissent. Alors partagez cet épisode au maximum de monde, avec votre entourage, abonnez-vous, faites abonner vos amis et votre famille. Et pour nous soutenir, mettez un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Ça fait un bail est produit par Echoes, un studio de création de podcasts pour les marques. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.